Bonjour et merci donc à tous d'être connectés ce matin donc, pour assister à ce webinaire. Bien sûr, en tant que président de l'agence d'urbanisme à Gap, donc c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue donc à ce webinaire consacré à l'économie donc sociale et solidaire. C'est un secteur qui est profondément enraciné dans notre territoire et qui joue un rôle concret et essentiel, et nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons donc mesurer son impact et son utilité. Donc, vous découvrez, j'espère, au fil de cette session, à quel point donc, le SS peut être et est un levier même puissant pour répondre aux besoins locaux et renforcer donc nos dynamiques territoriales. À la GAP, donc, ce webinaire s'inscrit dans une logique de mise en œuvre de notre projet de territoire, donc, qui court jusqu'en 2026. C'est un projet donc, qui est résolument tourné vers l'avenir et puis qui est construit avec nos différents partenaires pour les accompagner donc, dans leurs attentes et l'exercice de leur rôle. Des observatoires à l'agence d'urbanisme, il y en a quelques-uns, hein. Il y a bien sûr celui qui est donc tourné vers l'économie, mais il y a d'autres pans des activités de l'agence qui sont concernés. Je pense en premier lieu à ce qui a trait à la biodiversité, à l'habitat, à la santé. Entre autres, ce sont ceux qui me viennent à l'esprit naturellement transfrontaliers, puisque c'est quelque chose qui est aussi très important pour nous. Donc, ces observatoires prennent une place importante dans le cadre de notre stratégie d'agence. Et donc, euh, l'objectif à travers donc, ces observatoires, donc, c'est d'apporter un regard, je veux dire, d'expertise un peu sur des transversales, donc sur le fonctionnement donc, de nos différents territoires et d'apporter donc des éclairages sur les défis auxquels donc, nous avons à faire face. L'Observatoire de l'économie et du commerce aborde donc en premier ce sujet donc, de l'économie sociale et solidaire à l'échelle de la Lorraine Nord. Là, nous avons édité récemment donc, un format éco donc, qui était proposé dans la stratégie de l'agence pour innover donc, ses façons ses publications et ses modes de communication. Et le format de webinaire qui est proposé ce matin est lui-même aussi un format qui se veut interactif et qui, je l'espère, donc, aura donc la possibilité de faire interagir les participants. L'objectif est entre autres donc de valoriser le travail de veille et d'analyse de l'Observatoire, de rendre l'information accessible au plus grand public, ça on s'y attache beaucoup, hein, et de susciter naturellement donc, des débats autour des sujets d'intérêt pour nos membres. Cette démarche donc, reflète aussi l'engagement de notre agence en faveur de la mutualisation des ressources. C'est un des défis de notre projet de territoire pour mieux observer et positionner donc, les territoires donc, dans le contexte local. Bon, je pense que vous savez tous que l'économie sociale et solidaire représente une composante incontournable de l'économie et elle intervient souvent donc, comme un relais entre l'économie traditionnelle et les politiques publiques. Elle se déploie dans une pluralité de secteurs qui complètent les actions donc, des acteurs économiques, privés et des services publics. Les entreprises de l'ESS œuvrent dans des domaines variés, hein, allant de l'insertion professionnelle des personnes en difficulté à des activités d'aide à domicile ou du secteur médico-social. Les banques alimentaires, les commerces solidaires, les coopératives agricoles sont tous autant des exemples de structures qui œuvrent dans le champ de l'économie sociale et solidaire, et elles s'inscrivent dans une logique d'utilité sociale tout en répondant aux besoins spécifiques de la population. Un point fort de l'ESS donc, réside dans son ancrage territorial et sa capacité à tisser des liens sociaux au cœur des communautés locales. Ces entreprises, par leur nature et leur mission, créent une valeur ajoutée non seulement économique, mais aussi sociale. Elles renforcent la cohésion territoriale en répondant souvent à des situations de précarité ou d'urgence. Et aborder le thème de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi promouvoir un modèle économique où l'humain et le social priment, un modèle qui s'attache à construire un avenir plus inclusif et plus durable. En abordant le sujet aujourd'hui, donc nous espérons aussi inspirer nos territoires, car l'économie sociale et solidaire
peut jouer un rôle clé dans la résilience et la transformation de nos communautés. Le mois de novembre en France est consacré à l'économie sociale et solidaire. C'est donc un moment privilégié pour aborder ce thème et pour nous, donc de vous, convier à partager un travail de l'agence sur ces sujets, l'agence étant bien sûr elle-même un acteur de l'ESS. En 2024, nous fêtons aussi les 10 ans de la loi qui réglemente le secteur de l'ESS. Donc c'est peut-être le moment donc, d'évoquer le bilan tiré par les acteurs de l'ESS au niveau national et d'envisager les solutions qui sont proposées. Nous espérons que cette présentation vous apportera bien entendu un éclairage utile et nous vous invitons, après l'exposé de Christina, à prendre part à la discussion pour poser vos questions et partager vos points de vue. Cet échange est une opportunité pour tous mieux comprendre comment l'économie sociale et solidaire peut répondre aux besoins du territoire et renforcer son tissu économique et bien entendu social. Bon, je n'irai pas plus loin sur le sujet. Je vais laisser la parole à Christina qui va donc vous présenter les résultats de cette étude. Christina, je vous passe donc le relais. Oui, bonjour aussi de ma part à toutes et à tous pour participer à cette matinée à l'obinaire que nous vous proposons. Donc, je vous remercie également. Aujourd'hui, nous nous réunissons, comme le président l'avait déjà évoqué, pour explorer un sujet qui, je pense, il prend de plus en plus place dans notre société, l'économie sociale et solidaire. La GAP s'est donc penchée pour analyser et essayer de décrypter la présence de ce secteur sur le territoire de la Lorraine Nord. Si le sujet est assez inédit pour la GAP, c'est une première. Il n'est pas anodin, comme évoquait le président, parce qu'il coïncide aussi avec voilà, cette étape de bilan national de 10 ans d'existence de la loi qui le réglemente. Et donc, je vous propose de vous présenter ce travail, donc la note sur l'économie sociale et solidaire, qu'on a structuré en trois chapitres. Donc, un premier chapitre contextualise l'économie sociale et solidaire en France, voilà, en tant que modèle économique, mais aussi en tant que secteur d'activité qui bénéficie d'une dynamique propre. Un deuxième chapitre de ce travail propose plutôt une analyse chiffrée de la présence de l'économie sociale et solidaire au sein d'un périmètre d'études Lorraine Nord, qu'on appelle à la GAP Lorraine Nord. Donc, ce périmètre, pour vous évoquer un petit peu, c'est composé par des intercommunalités membres du SCOT Nord 54, donc Grand Longueur, Lorraine Conflans, Cœur du Pio, Terre Lorraine du Longuionnet. Des EPCI qui composent le territoire du SCOTAT, donc le SCOT de l'agglomération thionvilloise, Port-de-France-Thionville, Val-de-Fench, l'Arc-Mosellan, Cattenom et environ, Zonville-Trois Frontières et Pays au Val d'Alzette. Et englobe aussi deux intercommunalités normésiennes qui s'encadrent voilà, dans ce périmètre, les communautés de communes d'Anvillers-Pancourt et Pays de Montmédy. Donc, un troisième chapitre propose de montrer l'intérêt grandissant en fait, de la communauté internationale sur le secteur de l'ESS, au vu notamment de son rôle moteur dans le développement durable des territoires. On s'est attaché aussi dans ce dernier chapitre à faire un retour sur un bilan dressé par le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire sur la mise en œuvre de la loi sur l'économie sociale et solidaire. Et donc, je vais commencer avec un petit préambule.
Donc, en préambule de notre travail, je vous parlais de quelques éléments de cadrage du sujet qui ne sont pas forcément dans la note éco, mais je pense que ça va poser voilà, le cadrage de ce travail. En tant que courant de pensée, le concept nommé d'abord économie sociale émerge au 19e siècle dans un contexte qui est marqué par la révolution industrielle et qui conduit à des inégalités et conditions de vie et de travail souvent précaires pour les ouvriers qui soucient donc des besoins croissants de protection sociale, d'accès à l'éducation et à la culture, entre autres. Donc, c'est dans ces contextes qu'apparaissent les premières initiatives de structuration des acteurs de l'ESS qui prennent la forme des associations ouvrières, des coopératives euh, des coopératives, des sociétés de sécurité mutuelle. Ces organisations étaient motivées donc à l'époque par un objectif commun, toujours voilà, répondre aux besoins essentiels de leurs membres en mettant en place des réseaux de solidarité et de soutien mutuel. Donc, ces premiers fonds de l'économie sociale ont posé la base de modèles alternatifs qui placent en fait l'individu et la solidarité au cœur des activités économiques. Le concept d'économie solidaire donc, s'ajoute un peu plus tard vers les années 1980-1990 dans un contexte de grande récession économique suite au choc pétrolier, à la chute de l'industrie, et puis d'une prise de conscience grandissante des enjeux contemporains comme celui de l'écologie. Aujourd'hui, donc, le modèle de l'économie sociale et solidaire attire de plus en plus l'attention aussi bien au niveau des décideurs politiques, des entrepreneurs, des chercheurs, du grand public. Les récentes crises économiques, sanitaires, des matières premières, énergétiques, inflationnistes, enfin, ils questionnent, je pense, de plus en plus la durabilité de notre modèle de développement économique. Et le secteur de l'ESS représente potentiellement une voie possible pour conjuguer la nécessité de performance économique avec celle de justice sociale et de préservation de notre environnement, dont l'urgence, je pense, on en est tous conscients. Voilà pour ce petit préambule pour ce travail. Quelques éléments aussi de méthodologie pour comprendre un petit peu comment c'est- comment on a réalisé comment intégrer en fait l'utilisation des données dans ce travail. Nous avons utilisé des bases de données pour l'analyse à l'échelle nationale en provenance de l'ACOS, URSSAF, dont l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, également appelée URSSAF, Caisse nationale, qui propose depuis pas longtemps base de données spécifique pour le secteur de l'ESS qui s'arrête malheureusement à l'échelle nationale et régionale. Donc, cela nous a permis de faire des analyses doctorielles sur le nombre d'établissements, des effectifs des salariés du secteur privé disponibles par les familles ESS et dans une agrégation assez détaillée. Et aussi, on a pu comparer avec des données en provenance de l'Observatoire national de l'ESS. Pour l'analyse à l'échelle locale du Nord-Lorrain, donc on a utilisé la base de données Sirène avec une reconstitution des familles de l'ESS à partir des causes juridiques proposées par la méthodologie de la cause URSAF. Tout ce qu'on va présenter voilà, euh, par leur méthodologie en soi, ces bases de données nous donnent aussi certaines limites méthodologiques. Par exemple, la base de données ACOS
sur le champ des établissements du secteur privé. Lorsque la base de données Sirène repose sur des informations déclaratives et donc il peut y avoir des interférences en ce qui concerne, par exemple, l'activité principale choisie par l'entreprise. Ils sont aussi des latences possibles dans la mise à jour de certains changements dans la vie des entreprises, voilà, qu'il s'agit de déménagements ou des cessions d'activités qui ne sont pas forcément pris en compte en temps réel par la base de données Sirène. Donc, on passe au premier chapitre. Donc, le secteur de l'ESS en France, il est encadré par une loi dédiée depuis 2014, dite aussi loi Hamon, d'après son initiateur. Donc, le cadre réglementaire de l'ESS, il souhaite cocher plusieurs objectifs afin de structurer le secteur et de fédérer ses acteurs. Un premier objectif de la loi est celui de reconnaître l'ESS comme un mode d'entreprendre spécifique, car il a été constaté que les spécificités du secteur étaient peu connues par les investisseurs et porteurs de projets. La loi propose donc une définition explicite pour ce modèle d'entrepreneuriat et ouvre ainsi les possibilités de financement public ou privé qui étaient auparavant difficilement accessibles faute justement d'une définition claire du secteur. Depuis 2014, les entreprises à forte utilité sociale peuvent demander par exemple l'agrément TSUS, ça veut dire entreprise solidaire d'utilité sociale, auprès des préfectures. Une entreprise peut aussi avoir accès au financement de l'épargne solidaire et de bénéficier de certains prêts adaptés. Cet agrément peut aussi attirer des d'investisseurs par le fait que ceux-ci peuvent bénéficier des réductions d'impôts sur les revenus, par exemple, avec des dispositifs comme Madelin. Un autre objectif de la loi a été de consolider le réseau d'acteurs, la gouvernance et les outils de financement. La loi permet donc la structuration des organismes centraux et régionaux pour faire entendre la voix des acteurs de l'économie sociale et solidaire avec la constitution des chambres de l'ESS. Dans ce contexte, les chambres donc, régionaux portent un rôle dans la coordination territoriale de l'ESS et se trouvent sous la direction du Conseil national des chambres régionales de l'ESS. En termes de gouvernance, la loi rend obligatoire, par exemple, l'information des salariés à travers un guide de bonnes pratiques dont les entreprises ESS doivent tenir compte. La loi donne accès aussi un autre objectif de la loi, c'est de donner le pouvoir d'agir aux salariés et donc elle garantit le droit d'information des formations des salariés, par exemple à la reprise de l'entreprise. Voilà, d'autres objectifs de cette loi, c'est de provoquer un choc coopératif. Elle a constitué un vrai levier pour moderniser le statut de coopérative et stimuler leur compétitivité, faciliter aussi la création d'emplois. Elle permet par exemple aux collectivités de détenir jusqu'à 50% du capital dans sociétés coopératives d'intérêt collectif et favorise aussi le développement de coopératives d'activités et d'emploi qui permet à entrepreneurs, par exemple, de créer une activité dans le cadre d'un collectif avec un statut d'un salarié en CDI. Et aussi, la loi a eu comme objectif de renforcer tout ce qui est politique de développement local durable notamment de moyens qui sont donnés aux collectivités, par la promotion du commerce équitable
par exemple avec un label spécifique, et aussi en favorisant des dispositifs d'insertion par l'activité économique. Qu'une entreprise soit considérée qu'elle appartient au champ de secteur de l'économie sociale et solidaire, elle doit respecter des principes cumulatifs qui sont bien définis par la loi. Donc, une lucrativité limitée, cela veut dire que l'entreprise doit chercher un autre but euh, que le seul partage de bénéfices. Sa gouvernance doit être démocratique et bien définie par les statuts de l'entreprise. Le principe de une personne, une voix est souvent cité pour définir la gouvernance des structures de l'ESS. Et pas dernièrement, un autre principe, c'est celui de la gestion éthique des bénéfices qui sont, quant à eux, en majeure partie utilisés pour maintenir ou développer l'activité de l'entreprise et qui envisagent l'information et la participation des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise. Donc, ce secteur, il est potentiellement présent dans tous les secteurs d'activité et c'est un des articles premiers de la loi. Donc, l'économie sociale et solidaire, c'est un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines d'activité humaine auxquels adhèrent des personnes morales de droit privé. Elles sont définies par des statuts juridiques spécifiques qu'on connaît tous, les associations, les coopératives, les fondations, les mutuelles, chacun ayant voilà, son propre cadre législatif. En plus ces quatre statuts juridiques spécifiques, également les sociétés commerciales qui poursuivent une utilité sociale peuvent s'ajouter à ces catégories s'ils respectent les valeurs et les principes de l'économie sociale et solidaire. Comme étant un objectif d'apporter un soutien aux personnes en situation de fragilité, de contribuer à la préservation et au développement du lien social, du maintien au renforcement à la cohésion territoriale, qui contribue à l'éducation, à la société, qui contribue au développement durable, à la transition énergétique ou à la promotion culturelle qui concourt aussi à la préservation et la mise en valeur des monuments historiques, des sites, des parcs, des jardins protégés. Donc, les champs des possibilités ouais, sont assez permissibles par cette loi. L'économie sociale et solidaire se distingue comme modèle par son ancrage local et son organisation en réponse directe aux besoins des populations. Et des experts font le constat que la répartition des entreprises de l'ESS dans les zones d'emploi peut être liée à des facteurs, certains facteurs spécifiques euh, géographiques, historiques ou économiques qui fait que sur certains territoires la présence de l'économie sociale et solidaire est plus forte que sur d'autres. Par exemple, une étude qui a été menée par Sciences Po Grenoble et le Conseil national des chambres régionales de l'ESS en 2018 a mis en évidence une corrélation significative entre la présence des structures de l'économie sociale et solidaire et les inégalités territoriales. Ces constats permettent d'expliquer le poids de l'économie sociale et solidaire dans les territoires qui ont des importantes problématiques sociales et économiques, comme le sont les quartiers prioritaires de la ville, où plus d'un quart des emplois privés relèvent du secteur de l'économie sociale et solidaire.
et également une assez forte présence, 18% des effectifs d'emploi privés dans les territoires ruraux. L'ESS est, euh, est une économie en mutation. Par une analyse qu'on a fait sur les bases de données que je vous avais évoquées en début de webinaire, on a constaté que les structures à l'échelle nationale se trouvent en repli. Parmi les 160 000 structures de l'ESS en 2022 dans le secteur privé employeur, donc cela représente 9% du total des établissements à l'échelle de la France et ce secteur est en baisse de 100% à l'échelle des 10 dernières années de cette analyse. Parmi les principaux déterminants de ce repli du secteur à l'échelle nationale, sont évoqués la baisse du soutien public dans les subventions, les aides au poste, les marchés publics. Il s'agit également de certaines stratégies de rapprochement des structures pour faire face à l'environnement concurrentiel, ce qu'on observe par exemple dans le secteur, c'est souvent dans le secteur sanitaire ou dans ce qui concerne les mutuelles. Le secteur est par contre un secteur créateur d'emplois, donc selon les données de l'ACOS, sont en France 2,2 millions de salariés dans le secteur privé en 2022. Cela représente environ 11% des emplois totaux du secteur privé. Et donc, entre 2012 et 2022, sont 145 000 emplois créés sur ce secteur. Par contre, il s'agit d'une dynamique qui reste quand même inférieure à l'ensemble du secteur privé. Donc, le secteur, il est dominé par la présence des associations, car 87% des structures employeuses, ils représentent 87 des structures employeuses du secteur privé et 81% des emplois. Ce secteur est soutenu par une dynamique assez forte de bénévolat. Selon M. Proutot, le nombre de bénévoles est estimé en France à 1,32 millions et 1,43 millions d'emplois temps plein. Certaines activités sont très représentatives pour l'ESS. Par exemple, plus de 50% des emplois de l'action sociale et des activités sportives et de loisirs voilà, ça concerne des entreprises du champ de l'économie sociale solidaire selon l'Observatoire national de l'ESS. Donc, je passe sur la deuxième partie du travail qui concerne l'ESS, le secteur de l'ESS en Lorraine Nord. Donc, il s'agit comme je vous avais exprimé, une analyse chiffrée de ce secteur pour les intercommunalités de ce périmètre d'études. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que le tissu des établissements, il est assez dense. Donc, ils sont près de 4 600 établissements parmi les 48 000 entreprises à l'échelle de la Lorraine Nord. Donc, ces entreprises appartiennent aux familles de l'économie sociale et solidaire. Donc, ce secteur, il est comparativement à la France et à la région, comparativement, si vous voyez là, en Grand Est, il s'agit de 8,8 ou 8,9% dans le total d'établissements. Voilà, sur le territoire nord de Laurent, c'est plutôt 9,8%. Sont aussi des entreprises qui créent en moyenne plus souvent de l'emploi, sont donc 86 des établissements qui sont sans salariés sur le territoire de la Lorraine Nord par rapport à 90% en France. On avait constaté aussi qu'il y a une forme d'organisation dominante, donc 72,5 parmi les
Les entreprises de l'ESS sont des très petites entreprises comparatives à 48, donc près de la moitié des entreprises classiques. Donc, il s'agit également d'un secteur qui est représentatif parmi les associations. Donc, sur le territoire de la Lorraine Nord, donc le territoire nord-lorrain, on a constaté par l'analyse qu'en moyenne, les établissements sont plus nombreux qu'en France. Donc, c'est plus de 94% des établissements en Lorraine Nord par rapport à 83,8 en France. Par rapport aux autres familles de l'ESS, par contre, la situation s'inverse. Donc, ils sont, par exemple, près de 4% des entreprises de l'ESS en France sont des mutuelles. Leur part en Lorraine Nord est de seulement 1%. Pour les fondations, les parts sont encore moins bien représentées sur la Lorraine Nord. Donc, on a pu constater par rapport à la part à l'appartenance à une des catégories d'entreprises dans la famille des entreprises de l'économie sociale. Donc, si on parle des très petites entreprises, des grandes entreprises ou des entreprises intermédiaires, on a pu constater que la majorité des associations sont de très petites entreprises, que les coopératives et les mutuelles sont pour plus de la moitié d'entre eux des grandes entreprises et qu'une majorité des fondations sont des entreprises de taille intermédiaire. Donc, la structuration territoriale des établissements de l'économie sociale et solidaire, c'est assez hétérogène. Donc, la couverture territoriale entre les EPCI Meurthe-et-Mosellans et ceux Mosellans est différente. Donc, en moyenne, 11% des entreprises sont des structures de l'ESS sur le territoire des EPCI Meurthe-et-Mosellans contre 8,9% pour les EPCI Mosellans. Donc, présence un peu plus dense dans les EPCI Meurthe-et-Mosellans. Ces structures sont concentrées sur le territoire de quelques intercommunalités. Il s'agit des ports de France-Thionville, de l'agglomération du Grand Longwy, de Lorraine-Confluence. Une présence aussi riche des entreprises se trouve sur la communauté d'agglomération du Val-de-French. Ces répartitions, elle est très probablement liée, comme c'était constaté aussi à l'échelle nationale, à des situations spécifiques qui caractérisent ces territoires, la présence des quartiers politiques de la ville, des grands centres hospitaliers, par exemple. Les principaux pôles urbains, donc, on a constaté qu'ils accueillent euh, environ 30% des structures de l'ESS. La ville de Thionville à elle-même représente 11,5% de ces structures. Donc, par rapport à la densité par rapport à la population, le constat il est aussi assez surprenant. Donc, il s'agit de 10,4 établissements de l'économie sociale et solidaire pour les 1000 habitants en Lorraine Nord, et cette proportion est beaucoup moins importante à l'échelle nationale, 3,3 établissements, en tenant compte voilà, aussi des limites méthodologiques de notre analyse. En moyenne, 84% des communes, tout de même en Lorraine Nord, ont une densité d'établissements de l'économie sociale solidaire qui est supérieure à la moyenne nationale. Donc, le tissu un tissu plus riche des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il est par exemple présent dans plusieurs petites villes, centres-bourgs ou villages du territoire. On a constaté des concentrations assez fortes dans Villers, donc près de 20%, sur Longue-la-Ville, à Cirque-les-Bains, à Pienne, à Montmédy.
donc des moyens assez importants pour la présence des structures de l'économie sociale et solidaire. Certaines spécificités locales dans la répartition des structures de l'ESS par famille. Donc, la concentration des mutuelles donc les mutuelles sont concentrées surtout sur le territoire du Grand Longwy et des ports de France-Thionville à peu près en proportion égale. Des associations sont plus nombreuses également sur le territoire de trois intercommunalités, Port-de-France, Thionville, Grand Longwy et Orne-Lorraine-Confluence. Et plus de la moitié des fondations est répartie en fait entre deux intercommunalités, Orne-Lorraine-Confluence et Bouzon-Villars-Trois-Frontières. Par rapport à l'emploi, donc, le secteur de l'économie sociale et solidaire représente plus de 12 000 des emplois en Lorraine Nord. Ça représente environ 14,2% de l'ensemble des emplois. Ce pourcentage, il est en fait équivalent à la moyenne nationale. Par contre, il y a une polarisation de l'emploi au sein voilà, de quelques intercommunalités, toujours les mêmes, correspondent à la présence de structures, bien sûr. Donc, Port-de-France, Thionville, Grand Longwy, Orne-Lorraine-Confluence et Val-de-Fench. Donc, on a aussi constaté des disparités territoriales assez importantes par rapport à l'emploi. Par exemple, la part de l'emploi SS dans l'emploi total, elle va de 5,4% pour la communauté de communautaires Lorraine de Longuyonnais vers 22,3% pour le Grand Longwy. Donc, ce secteur, par rapport au Grand Longwy, il est très, très développé. En fait, en 2023, l'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire place le Grand Longwy en troisième rang national parmi les EPCI où la part de l'économie sociale et solidaire dans l'emploi local est la plus forte, donc plus de 22% parmi les effectifs totaux d'emploi. Donc, cette situation pourrait s'expliquer par un cumul de facteurs locaux. Donc, l'emploi privé, il est depuis des années en baisse sur le territoire du Grand Longwy. Les activités productives, l'industrie sont surtout en recul. Il y a une forte concurrence transfrontalière sur la main-d'œuvre locale. Donc l'agglomération a plus de la moitié de ses actifs travaillent de l'autre côté de la frontière. Il y a une présence de trois quartiers politiques de la ville avec une population assez précarisée, importante. Et le territoire accueille également un équipement hospitalier majeur sur la bande de la commune Mont-Saint-Martin, un équipement qui, du point de vue des champs de l'économie sociale et solidaire, il en fait partie. Par rapport aux spécifiques des secteurs d'activité économique, les activités tertiaires sont prédominantes parmi les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, 73% des structures de l'économie sociale et solidaire, soit ce qui représente environ 10% total des structures sont regroupées par deux secteurs, les autres activités des services et le secteur des arts, spectacles et des activités récréatives. Euh, ces activités structurent en fait souvent aussi l'emploi de ces deux secteurs, malgré le fait que
En total, il ne représente pas beaucoup, mais au total de l'emploi, mais dans leur propre secteur, ils représentent 33% des secteurs des autres activités de services qui peuvent être, par exemple, des centres socioculturels, des foyers jeunes, des clubs sportifs, etc. Et encore plus, donc 64,5% des emplois pour le secteur des arts, spectacles, des activités récréatives. Le territoire a un fort fait spécificité dans le secteur de l'hébergement médico-social et de l'action sociale si on parle de l'emploi. Ainsi, plus de 6600 de salariés, ce qui représente près de 64% du total des effectifs de l'économie sociale et solidaire et 7,6% des emplois totaux dans le Nord relèvent de ces secteurs. Le plus grand employeur de l'économie sociale et solidaire dans le Nord-Laurent œuvre en fait dans ces secteurs d'activité et ils sont territorialement concentrés sur deux intercommunalités, donc sur Grand Longwy. On a fait avec, on peut citer l'hôpital de Mont-Saint-Martin, l'entreprise ASS aide personnes âgées PIO basée sur Longlaville, l'association Entraide PIO basée à Longlaville également, le centre d'aide par le travail basé à Villers-la-Montagne. Sur le territoire de Port-de-France-Thionville, des structures représentatives en termes d'emploi de l'économie sociale et solidaire sont l'hôpital gériatrique à Thionville, le collège et le lycée Géna privé Saint-Pierre Chanel, l'Institut Notre-Dame de la Providence aussi à Thionville, et les ESAT de Thionville et de Yutz. Donc, un deuxième chapitre, comme je vous avais évoqué, aborde ces problématiques de bilan, de contexte actuel de l'économie sociale et solidaire. Donc, pour montrer cela, on a proposé de passer en revue les principaux documents qui encadrent de ce secteur et qui relèvent en fait ce contexte favorable et l'intérêt grandissant pour l'économie sociale et solidaire à toutes les échelles. Donc en 2015, l'agenda 2030 de l'ONU souligne le rôle des politiques publiques, le rôle des politiques publiques en faveur de l'ESS pour la maximisation des effets sur les objectifs de développement durable. En 2019, euh, toujours l'agenda 2013 met la feuille de route nationale de la France vient avec des propositions d'engagement pour agir autour des six enjeux tels que le climat, l'éducation et la formation, la santé, le bien-être et le développement durable. En 2021, la Commission européenne élabore son plan d'action européen pour l'économie sociale et solidaire. L'objectif de ce plan d'action est de dynamiser l'innovation sociale et le développement de l'économie sociale à travers plusieurs actions comme la création d'un portail européen pour l'économie sociale et solidaire qui devrait porter le rôle d'un guichet unique, la mise en place d'un centre de compétences européen pour l'innovation sociale, des initiatives, de soutenir des initiatives d'acheter social au sein de marchés intérieurs avec l'objectif de favoriser les partenariats locaux et régionaux entre les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les entreprises traditionnelles. Euh,
aussi de mettre en place une académie pour la politique de l'entrepreneuriat des jeunes, par exemple. Ils sont d'autres actions aussi qui sont prévues par ce plan d'action européen. Donc, en 2022, un deuxième document de position du groupe de travail des interagences des Nations Unies sur l'ESS rappelle encore une fois le rôle que l'ESS dans l'économie sociale et solidaire pourrait jouer dans la réalisation des objectifs de développement durable. En 2023, l'Assemblée générale de l'ONU adopte sa première résolution sur l'économie sociale et solidaire. Et celle-ci représente une étape marquante de la reconnaissance internationale de l'économie sociale et solidaire qui encourage, par cette résolution, l'ONU encourage les États membres à agir pour promouvoir et mettre en œuvre des stratégies, des politiques, des programmes nationaux, locaux, régionaux, visant à soutenir et à favoriser l'économie sociale et solidaire dans son rôle de modèle alternatif de développement économique et social durable. Très récent, toutes ces initiatives, le Conseil européen de l'Union européenne émet également sa première recommandation pour les États membres. Par ces recommandations, le Conseil européen reconnaît le rôle que porte l'économie sociale et solidaire auprès de populations fragiles pour leur accès au marché du travail, en particulier des groupes vulnérables ou sous-représentés. Donc, son rôle en faveur de l'inclusion sociale et des soins accessibles et de qualité pour la stimulation aussi des compétences nécessaires à la et pour promouvoir l'innovation sociale et le développement économique durable. Cette année même, la conférence des ministres européens en charge de l'ESS élabore une feuille de route qui décline des messages forts également en faveur de l'économie sociale et solidaire. Donc, parmi ceux-ci, l'idée d'inclure le soutien au développement du secteur aux futures orientations politiques de, de l'Union européenne, donc pour la période 2024-2029 et au cadre des futurs programmes de travail annuels, d'attribuer la responsabilité du secteur de l'économie sociale et solidaire à l'un des commissaires en poste, d'encourager l'innovation sociale par le développement des financements des groupements d'acteurs, d'incubateurs d'entreprises, d'économie sociale, de clusters d'innovation sociale, des micro-projets, pour soutenir la mise en place des locaux capables de mettre en œuvre de coopérations efficaces pour structurer la réponse aux besoins territoriaux. Voilà, ce sont des exemples des messages forts en faveur de l'ESS déclinés dans la feuille de route de la conférence des ministres européens en charge de l'ESS. À l'échelle européenne, il y a également l'idée d'aller vers un statut spécifique pour pour une association transfrontalière européenne, parce qu'environ 100 000, 85 000 des 3,8 millions d'associations à but non lucratif estimées qui sont présentes au niveau de l'Union européenne, elles pourraient exercer des activités transfrontalières. Et les activités des associations sont très différemment régies par les législations des États membres. Et donc, ces arguments qui ont mis en évidence un besoin des règles communes à l'échelle de l'Union européenne. Dans ce contexte, en 2023, la Commission européenne fait la proposition d'une directive qui vise à instaurer une nouvelle forme associative à but non lucratif à l'échelle transfrontalière avec des objectifs qui sont assez ambitieux. Donc, de première pour disposer d'un cadre européen qui est harmonisé pour un secteur d'utilité sociale qui est en développement et qui actuellement ne bénéficie pas d'une forme juridique contrairement aux entreprises classiques.
Et donc, ce statut de l'association transfrontalière européenne pourrait garantir la libre circulation dans le du marché intérieur, dans ce que les autres entreprises ont déjà le droit. Et donc, un autre objectif de cette initiative est de lever des obstacles d'ordre administratif, de financement ou de mobilité. Par exemple, une simplification des transferts des sièges sociaux entre les États membres de l'Union européenne. En termes de calendrier, donc cette association transfrontalière européenne en 2023, donc il y a eu une proposition de directive par le Parlement et le Conseil européen. En mars 2024, dans cette année, il y a eu lieu une adoption du texte de la directive en première lecture par le Parlement européen. La suite des choses prévoient des discussions et des négociations dans un cadre de trilogue Parlement, Commission et Conseil européen. Et donc, si la directive sera approuvée, sa transposition dans le droit national des États membres devrait arriver sous 2 ans de l'approbation de cette directive. Donc, quand je l'avais évoqué au début, on a proposé dans la publication de réaliser, de vous exposer le bilan décennal de la loi de l'ESS, donc après 10 ans. Euh, euh, et plusieurs critiques et solutions ont été avancées par le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire dans son avis sur le bilan de la mise en œuvre de cette loi. Donc, il s'agit de quelques grands constats et solutions euh, qui ont été proposés par cette structure. Euh, il a actuellement une interprétation différenciée des niveaux d'intervention de collectivités habilitées à soutenir directement l'ESS. Donc, il s'agit d'une interprétation qui est induite par l'application de la loi NOTRe. Par exemple, en particulier le département, le fondement légal pour qu'elle puisse contribuer au financement du secteur est d'une manière mis en suspens. Le volet de l'économie sociale et solidaire est intégré habituellement par les régions au schéma de développement économique, d'innovation et d'internationalisation dans le CRE2I, en diminuant ainsi la portée de l'action politique au seul développement économique et en écartant ainsi d'autres thématiques qui pourraient concerner le secteur comme l'aménagement du territoire, l'innovation sociale, l'enseignement, la recherche, la culture, la santé, entre autres. Actuellement, peu de régions disposent des stratégies dédiées à l'économie sociale solidaire. Donc, on peut citer Pays de la Loire-Bretagne, plus récemment Nouvelle-Aquitaine et Île-de-France. Selon la Chambre régionale de l'économie sociale solidaire, il y a un manque de moyens administratifs et financiers de ces chambres. Donc, qui conduit les chambres à acter des partenariats avec des collectivités locales et qui conclut en plus grande hétérogénéité euh, de ce, de ce fait par de leur offre de services au détriment parfois des missions légales. Euh, le rapport de 2023 de la Chambre française de l'économie sociale et solidaire fait le constat que 76% de leur financement provient des subventions des appels à projets. Donc, l'accès au financement des entreprises de l'ESS est perçu comme limité et
Le Conseil supérieur de l'ESS propose deux solutions, en particulier la création de nouveaux fonds, notamment sur le volet de l'innovation sociale et également la reprise des entreprises par les salariés. Donc, notre conclusion de ce bilan est une nécessité de renforcer la loi de l'économie sociale et solidaire par une loi de programmation qui permettrait d'identifier clairement les outils d'investissement public et qui soutiendrait une stratégie concrète de développement du secteur. Donc, juste un petit zoom sur l'évolution des sources de financement parce que, voilà, moi, à part, on a évoqué ces nécessités d'une loi de programmation. Donc, la BPI fait le constat en 2023 des tendances d'évolution des sources de financement et relève un effondrement des subventions accompagnées de la montée de la commande publique et des appels à projets avec notamment la création des contrats à impact sociaux, également une augmentation des revenus à l'activité propre, marginalement des dons et du mécénat à travers les marchés du crowdfunding en financement participatif et aussi une diversification des méthodes autour de l'épargne et de la finance solidaire et le développement des fonds des investissements en impact. En conclusion, je pense le sujet de l'économie sociale et solidaire est beaucoup plus vaste et le webinaire d'aujourd'hui n'aura pas abordé que certains aspects. Voilà, c'est une note assez synthétique sur ce sujet. Ce sont, je pense, peut-être trois points centraux de ce que ce travail pourrait ressortir. L'économie sociale et solidaire, voilà, c'est un secteur qui joue un rôle central dans l'économie locale, avec une présence marquée par les activités médico-sociales et l'action sociale. Il répond historiquement aux besoins des populations, tout en étant un acteur de cohésion, de solidarité. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire du territoire, par leur présence et leurs actions, encadrent parfaitement ce modèle économique résilient et vertueux qui est ancré localement et qui génère des emplois non délocalisables, garantissant ainsi une stabilité précieuse, surtout dans les périodes de conjoncture économique difficiles comme l'ont été la crise du Covid-19, par exemple. Et donc, la capacité d'adaptation, donc de faire face à ces crises demande de la robustesse du secteur et de sa pertinence dans un monde qui confronte actuellement des défis pas facilement surmontables. Donc, l'économie sociale et solidaire peut représenter justement un levier pour répondre aux défis actuels, les défis de transition écologique, d'équité sociale, de développement durable des territoires. En Lorraine Nord, investir dans l'économie sociale et solidaire, c'est miser, je pense, sur un secteur qui est porteur d'équilibre pour notre territoire. Et mon message final serait donc qu'ensemble, il faut continuer à soutenir les entreprises qui œuvrent dans ce secteur et d'assurer leur pérennité. Et donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'est un peu plus long et je vous invite à vous exprimer, voilà, et à poser éventuellement vos questions. Merci. Oui. D'accord. Olivier Potier, je suis chargé territorial d'économie solidaire au département pour le Bonjour. territoire de Longwy. Donc, on est au niveau du conseil départemental, on est 6 chargés territoriaux d'économie solidaire. Et il y a une responsable de service, une chargée de mission qui se trouve sur Nancy. Et donc, pour le PIO, je suis responsable du territoire de Longwy et mon collègue Sébastien Lavaux pour le territoire de Briey. Voilà, pour une présentation succincte. Je voulais juste poser une question sur quelque chose qui m'a interpellé sur les dernières slides concernant le bilan décennal et la loi ESS à améliorer. Donc, plusieurs critiques et solutions avancées par le Conseil supérieur d'économie sociale et solidaire. Une interprétation, alors voilà, c'est là-dessus que je ne comprends pas très bien, une interprétation différenciée des niveaux d'intervention de collectivités
habilité à soutenir directement l'ESS, induit par la loi NOTE, donc en 2015. Et le fondement légal, en particulier des départements, est mis en suspens. Et ça, je ne comprends pas. Est-ce que les départements ne sont plus, n'ont plus la compétence développement économique et ce que je sache, ils n'ont euh, les mêmes compétences d'intervenir pour soutenir le secteur de l'économie sociale et solidaire, si je ne me trompe pas. Oui, parce qu'effectivement, la loi NOTRe a fait que le secteur Oui, économique a que été c'est la région, transféré aux régions. oui, Et et aux effectivement, EPCI. voilà. Et sur et aux EPCI, oui. Et sur le département de la Meurthe-et-Moselle, effectivement, c'est une, c'est une politique publique. Et donc, nous, au niveau de la Meurthe-et-Moselle, il y a bien une intervention qui est faite aussi bien par le soutien financier que par notre action, nous, des chargés territoriaux d'économie solidaire, dans l'accompagnement des structures ESS, entrepreneurs engagés. Voilà. C'était juste, je voulais juste revoir, en fait, je Oui, oui. comprenais pas Voilà, c'est dans ce sens, c'est une des conclusions D'accord. de cet avis, le bilan qui a plus de 400 pages. Ouais, 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 Voilà. d'accord. Je peux vous poser également la question si vous ressentez, parce que vous êtes voilà, les référents territoriaux, si vous pensez, si vous êtes d'accord en fait avec avec ce bilan qui est dressé par le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Oui, alors en plus, alors c'est bien parce que j'ai quand même découvert pas mal de choses aussi. J'étais pas les dernières slides, c'est des choses qui nous parviennent pas forcément toujours Mm. nous par rapport à Oui, oui. l'évolution et aux orientations qui peuvent être prises d'une manière aussi bien nationale qu'européenne. Et donc c'est toujours bien effectivement ça nous permet à nous aussi de tracer Mm. des feuilles de route et d'être un peu en cohésion avec ce qui se fait au niveau aussi bien au niveau national qu'au niveau européen, qui est quand même bon, Mm. un sujet, un sujet un peu plus Oui, vaste, mais ouais. Mm. le sujet est vaste et la tension est de plus en plus grandissante, je pense, pour le secteur et probablement que une loi de programmation, comme c'est dit pas, ce bilan serait une des solutions. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez sur ce sujet? Oui, oui, oui. Après, on se rend compte qu'ici, sur le Grand Est, il y a aussi au niveau régional un soutien qui est fait au niveau de l'économie solidaire, donc qui reste un système économique à part entière hein, du système économique. Et on a même mis en place, ou on est en train de mettre en place actuellement, un cofinancement en direction des structures de l'ESS qui est bipartite, un cofinancement en fait conseil départemental et région Grand Est. Donc, il y a des choses qui se mettent en place entre les collectivités, des nouveaux partenariats qui se nouent autour de l'ESS parce qu'il y a vraiment une prise de conscience qu'il y a un développement qui est croissant. On a fait dernièrement de gros marchés de l'économie engagée et audacieuse au service des territoires. Je suis en train de lire l'affiche qui se déroulait à l'hôtel du département, euh, au conseil départemental. Alors, forcément, c'est sur Nancy, puisque il y a Mm. des actions plus petites qui se mettent et qui se mettront en place aussi sur notre secteur, comme des marchés des initiatives territoriales. Et on rend compte que ben, il y a un de plus en plus croissant, aussi bien de par le nombre de personnes qui exposent, que de par les visiteurs qu'on peut avoir, le nombre est de plus en plus croissant chaque année que c'était la troisième édition. Donc, effectivement, je pense il y a une réelle prise de conscience que l'ESS est une bonne solution d'entreprendre autrement et quelque chose qui est appelé à se développer. Et c'est bien qu'il y ait une prise en compte qui ne soit pas que locale, mais à différentes échelles, aussi bien nationales qu'européennes, quoi. Merci pour vraiment. S'il n'y a pas d'autres réactions, je Donc, propose qu'on passe la parole à Fabrice Brogy pour oui. conclure ce webinaire et je vous remercie tous pour votre participation. Eh bien, moi, je fais de même. Je vous remercie donc pour l'intérêt que vous avez porté donc à ce webinaire. Et puis, naturellement,
des remerciements donc à Christina pour les éclairages qu'elle a pu nous apporter. On se rend bien compte de l'importance que peut donc avoir donc l'économie sociale et solidaire donc, dans notre secteur, hein. Donc, bien sûr, sur la Lorraine Nord, mais on voit bien les incidences sociaux au niveau national. Et puis moi, j'ai bien aimé donc, cette présentation un petit peu en entonnoir, où on partait du national pour revenir vers la Lorraine Nord, puis après même un élargissement donc, avec ce qui pourrait se mettre en place au niveau européen. Dans tous les cas, on se rend compte qu'il y a un gros potentiel donc, de défis à relever donc, par donc, l'intermédiaire de l'ESS, hein, qu'il s'agisse d'emplois durables et inclusifs, qu'il s'agisse aussi donc, de la transition écologique, puis aussi, bien entendu, donc, tout ce qui touche à la vie culturelle et sociale donc, de nos territoires. C'est une étape hein, donc ce binaire pardon, donc dans les travaux de l'Observatoire plus général donc, du commerce et de l'économie donc, au sein de l'agence, hein. Donc c'est un travail qui naturellement pourrait bien entendu être approfondi hein, pour voir un peu quels pourraient être les besoins spécifiques donc, des entreprises en matière de SS, de voir quelles synergies on pourrait aussi développer donc, entre les acteurs donc, de la collectivité, hein. Moi, je vais pas entrer davantage, reprendre les éléments qui ont été annoncés, mais j'ai présenté donc, tout au long de ce webinaire. En tous les cas, j'espère que cette session donc, a pu vous inspirer et puis qu'elle permettra d'ouvrir donc, de nouvelles perspectives, d'enrichir peut-être les idées et puis que j'espère aussi qu'on pourra se retrouver donc, et se donner un nouveau rendez-vous donc, lors de publications ou d'événements qui seront organisés par l'agence, donc par la GAP. Donc, en tous les cas, merci donc, pour votre participation, votre présence donc, ce matin, votre attention, votre engagement. Et puis, naturellement, tout ça, ce sont autant de signes d'encouragement qu'on peut percevoir donc, dans la volonté que nous avons donc, de poursuivre donc, notre soutien au territoire et d'apporter les éclairages nécessaires à travers aussi une mutualisation donc, des ressources. Merci à vous. Et puis, ma foi, je vous dis à bientôt.